ce n'est pas mon travail individuel, c'est un travail qui a fait en groupe avec des journalistes sur l'eau, Water Journalists Africa en particulier, des chercheurs du NBCBN et des chercheurs qui travaillent dans la division médias de CDevNet. Et merci pour le soutien du ministère des Affaires étrangères aux Pays-Bas. Pourquoi regarder le rôle des médias et la communication dans les conflits autour de l'eau et la coopération sur le long de la rivière Nil? Le problème principal, c'est l'événement principal qui a démarré notre recherche. En 2011, l'Éthiopie a commencé à travailler sur la construction de le barrage Grande Renaissance sur le Nil. Après des décennies de réflexion, de planification, de rêver cette infrastructure, finalement, en 2011, ils ont pu poser la première pierre. C'est un barrage qui change le statu quo en termes du contrôle des eaux du Nil. L'affectation et la distribution des eaux du Nil, particulièrement le Nil bleu qui prend sa source en Éthiopie, ont été régulés par deux traités de 1929 et 59. C'est dit par Égypte et le Soudan. Mais ces traités ont été signés uniquement par le Soudan et l'Égypte et ils ne donnent pas de droit à l'eau aux pays en amont tels que l'Éthiopie. Comme vous pouvez l'imaginer, un barrage a causé des conflits, a changé le statu quo et dans les médias, il a été annoncé comme l'origine de la prochaine guerre de l'eau le long du Nil, comme vous pouvez voir ici sur le BBC. Vous avez entendu parler des guerres sur l'eau, des guerres de l'eau, et un des objectifs de nos travaux de recherche a été exactement de compliquer ce récit que nous trouvons problématique. Le récit concernant la guerre sur l'eau fait partie du problème et nous ne sommes pas seuls, car il y a une idée assez large qui fait croire que les médias jouent un rôle important dans les conflits autour de l'eau et la coopération est souvent un rôle négatif en ne pas présentant clairement les faits sur l'eau et en utilisant un discours assez agressif. La guerre de l'eau a déjà commencé et a lieu dans les cyberespaces, selon ce titre, dans les réseaux sociaux, qui sont souvent coupables. Mais toutes ces réclamations ou toutes ces idées sont basées sur des études qui n'existent pas en fait, ou peu de preuves scientifiques. Nous avons commencé ce qu'on appelle la recherche-action avec des journalistes et des chercheurs qui travaillent dans le bassin du Nil pour étudier premièrement comment ou quel rôle jouent les médias dans les conflits autour de l'eau et la coopération. Et nous avons fait des activités de formation et nous avons soutenu des communications pour refléter sur comment nous, en tant que chercheurs, journalistes, nous pouvons contribuer à promouvoir une culture de dialogue, de compréhension mutuelle, une culture qui promeut une coopération transfrontalière. Aujourd'hui, je voudrais parler des leçons que nous avons pu tirer de cette recherche-action. Je vais commencer avec le programme. Voilà notre équipe de recherche. Je voulais partager cette photo pour reconnaître que c'était une équipe multinationale et multidisciplinaire.
C'était un grand plaisir de travailler avec eux. On a créé des amitiés et on a pu exercer la diplomatie sur l'eau et nous avons appris les uns des autres, car c'était très utile d'analyser ensemble, de réfléchir ensemble sur les récits dans les médias traditionnels pour réfléchir sur notre rôle en tant que consommateur des infos et producteur d'infos. Parfois, on était demandé à commenter dans les infos ou d'écrire des articles. C'était une déclaration politique. Cette image ou cette photo a été prise lors d'une conférence internationale sur les études éthiopiennes en octobre 2018 et c'est la première fois que les chercheurs égyptiens ont présenté à cette conférence leurs recherches sur le Nil devant un public essentiellement éthiopien. Notre recherche a examiné les médias traditionnels et nous avons choisi 2 médias par pays en Égypte, au Soudan, en Éthiopie, en Ouganda, pour regarder un pays qui se trouve au sein du bassin, mais en dehors des controverses. Et puis, nous avons regardé les médias mondiaux, The Guardian et Al Jazeera. Et aujourd'hui, je voudrais partager 3 résultats, 3 points que nous avons abordés lors de cette étude. Premièrement, les faits versus les émotions. C'est une déclaration qu'on entend souvent, que les médias se concentrent trop sur les émotions au lieu de juste relater les faits et les preuves scientifiques. Et dans le Guardian, je voudrais tirer votre attention sur comment l'histoire est utilisée pour introduire le controverse, pour attirer l'attention d'un public international qui a étudié les pharaons, les pyramides à l'école primaire lorsqu'on a commencé à étudier l'histoire. Pour attirer l'attention d'un public mondial, le journaliste commence avec les pyramides, les pharaons, en suggérant l'idée que lorsqu'il s'agit du Nil, l'Égypte a une passé glorieuse. Mais si on lit la deuxième partie du paragraphe, à cause du barrage construit en Éthiopie, l'Égypte n'a plus d'avenir. Mais on dirait ici que l'Éthiopie n'a pas de passé du tout, mais un avenir radieux grâce au barrage. Donc les pharaons, les pyramides sont des faits historiques, mais la manière dont on les utilise attire l'émotion. Lorsqu'on regarde quelques mois plus tard, dans le même journal, The Guardian, Masa Mengistu, un écrivain éthiopien, dit le Nil appartient à l'Éthiopie aussi. Nous avons une longue histoire, une longue identité associée et culture associée à cette rivière. Alors, ne pensez pas que nous arrivons de nulle part. On voit différentes émotions dans ces textes et on ne peut pas séparer les faits des émotions. Et c'est ce qu'on apprend lorsqu'on on suit un programme sur la science de la communication. Il faut utiliser l'émotion dans l'étude scientifique pour attirer un public international. La question n'est pas comment éviter l'émotion, mais quelle émotion est-ce que nous voulons utiliser lorsqu'il s'agit d'une île ou lorsqu'il s'agit d'autres rivières. Toutes les rivières sur lesquelles nous travaillons.
Mon deuxième point concerne la voix ou les voix. On a essayé de compter dans différents articles quelles voix sont citées pour suggérer quelles émotions devraient être associées, mais plutôt euh, pour mettre le cadre. La plupart des voix sont des voix des politiques. Et puis, en bleu, les officiels, les ministres des Affaires étrangères ou de l'agriculture, de l'eau, l'irrigation. C'est la voix du gouvernement, encore une fois. Troisièmement, on voit les experts en orange et parfois, on peut même les mettre sur la colonne grise car certains experts travaillent comme conseillers aux délégations nationales lors des négociations transfrontalières sur ces questions. Et puis, à la fin, on a ce qu'on appelle la société civile, les citoyens ordinaires, les agriculteurs, par exemple. Pourquoi vous n'avez pas mis d'agriculteurs? Mais les agriculteurs peuvent également être des experts. Souvent, les experts, euh, les agriculteurs connaissent mieux que les experts en sciences sociales lorsqu'il s'agit d'une rivière. Alors, pourquoi pas dire que les agriculteurs sont les experts? Comment définir ces catégories? Ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis les personnes dans chaque catégorie en fonction de la manière qu'ils ont été cadrés ou présentés dans l'article. La plupart des temps, on s'est rendu compte que lorsqu'on a des entretiens avec des agriculteurs, on ne les inclut pas pour proposer des solutions comme les politiques ou les experts ou les officiels. Ils sont là pour se plaindre, pour partager leurs désaccords, pour raconter leurs histoires, leurs problèmes, plutôt que de proposer des solutions. Et ça m'emmène à mon troisième point concernant la recherche. C'est quelle connaissance? On s'intéressait à voir comment la science est communiquée et comment les scientifiques sont représentés ou utilisés dans les récits, dans les articles euh, écrits par les journalistes. On a trois figures, trois idéotypes de scientifiques qui sont cités dans les différents médias. On appelle le premier le ministre, car c'est le scientifique qui présente, qui est interviewé pour légitimer la position d'un État. Ça peut être l'Éthiopie, l'Égypte, le Soudan. La plupart du temps, c'est un scientifique de ce pays qui raconte et légitime la position officielle d'un seul des pays dans le controverse. Et on l'appelle le ministre car il prêche le catéchisme de l'intérêt national. Le deuxième, c'est le prophète, le scientifique, et la plupart du temps, ici, on parle de scientifiques naturels, hydrologues, climatologues, qui soulèvent une question que les citoyens ordinaires ou les politiques ne voient pas. Ils nous mettent en garde sur des crises à venir. Ils introduisent de nouveaux sujets comme la pollution ou le changement climatique qui sont ignorés pour l'instant dans le débat public. Et ici, on a une idée différente de la science. Dans le premier cas, la science est utilisée pour légitimer des déclarations politiques. Dans le deuxième cas, la science est utilisée pour introduire de nouveaux éléments, pour parler pour la nature, pour la rivière, pour représenter la nature. Le troisième exemple, c'est la science comme un super pouvoir indépendant. C'est la vue, le regard de Dieu. Souvent, c'est un observateur international. J'ai été demandé plusieurs fois de commenter
sur un débat dans Al Jazeera, par exemple, il y aura un chercheur égyptien, un Éthiopien, et vous, pour donner un point de vue plus neutre. Je suis italien, je vis aux Pays-Bas, et, et c'est une société italienne qui construit le barrage. Alors pourquoi automatiquement je serais neutre? C'est pas parce que j'habite aux Pays-Bas que je suis neutre et indépendant. Un autre figure, ça peut être un avocat international qui indique comment la loi internationale devrait euh, décider le différend entre les deux pays. Mais c'est un bon exercice de réfléchir sur quel rôle nous donnons à la science dans le débat public. Et la pandémie nous montre que c'est une question vraiment pertinente. La Emmanuel, il te reste 4 conclusion, minutes. je vais annoncer ma conclusion. Notre conclusion, c'est que les récits dans les médias sur les Nils sont pris dans les pièges nationaux. Il y a toujours le point de vue de l'Égypte, de l'Éthiopie contre le Soudan, pris comme une entité monolithique à chaque fois. Notre deuxième question, comme chercheur et journaliste, dans la diplomatie sur l'eau, quelles émotions, quelles voix et quelles connaissances devons-nous promouvoir afin de transformer le récit? En termes de connaissances, nous avons ouvert un programme en ligne pour les chercheurs pour les aider à construire et à renforcer leurs compétences sur la communication sur la science. Si l'on veut que nos voix en tant que chercheurs et scientifiques soient entendues et pour qu'on puisse participer dans le débat public, nous devons savoir comment mieux communiquer. Nous avons également publié un petit dépliant qui est disponible en ligne et qui cible les éditeurs et les journalistes. Un groupe spécifique d'éditeurs et de journalistes, pas ceux qui travaillent déjà sur ce sujet et qui sont intéressés par le Nil ou par d'autres rivières ou par l'eau en général, mais les éditeurs, ceux qui définissent l'ordre du jour du journal. Nous avons compris qu'il faut les influencer parce qu'ils comprennent peu sur les rivières et les lots, mais ce sont eux qui définissent quels articles vont être publiés et définissent la une du journal et utilisent souvent la une, la guerre sur l'eau. Nous avons également produit une autre forme de communication, un podcast où j'ai des entretiens avec des chercheurs et des journalistes sur ce sujet et sur les expériences sur les médias dans les conflits de l'eau et la coopération. Et c'était un exercice très intéressant. Donc, écouter la voix de l'interlocuteur, il y avait des connaissances, de l'expertise qui est en dehors des médias traditionnels. C'était également une pratique politique, surtout lorsqu'il s'agit d'éditer. On enlève ou on met des voix. On a beaucoup de pouvoir lorsqu'on est rédacteur de ce type de podcast. Et il faut reconnaître cela. Il faut gérer ça prudemment et il faut y réfléchir. Et troisièmement, écouter la voix de notre public. On a appris que les podcasts étaient une manière efficace de construire une communauté petite mais efficace d'écouteurs engagés qui donnaient leur retour sur des sujets qu'on doit aborder, que peut-être qu'on oubliait. Écouter notre public était une manière d'enrichir notre travail et améliorer notre travail. On a réfléchi à cette pratique dans un article qui a été publié dans le Journal of Science Communication. Et on conclut avec les émotions.
On travaille avec des photojournalistes de différents pays afin de suggérer une manière différente de regarder le Nil en soulignant ce que les gens partagent au quotidien dans leurs pratiques, dans leur engagement avec la rivière à travers ce hashtag Everyday Nile. Raconter l'histoire des personnes ordinaires en utilisant le pouvoir de l'image. Et je vais conclure avec cette idée. Nous ne sommes pas seuls. Il y a d'autres exemples de communautés, de projets qui réfléchissent de manière transfrontalière lorsqu'il s'agit du Nil. Il y a le Nile Project. Je pense qu'ils sont plus actifs, mais c'était un collectif de musiciens qui venaient des différents pays et qui jouaient ensemble pour créer de la curiosité sur la rivière. Et notre dilemme dans ces actions, on peut avoir deux points de vue différents au moins. On peut dire on change et on essaie de substituer la communauté nationale et l'idée d'intérêt national avec une communauté transfrontalière nouvelle, une identité Nil, une communauté du Nil. Et ce qu'on a appris du fondateur du Nile Project, un musicologue, dans leur expérience, ce qu'ils ont fait, ils ont reconnu au départ leurs différences musicales, différents instruments, et ils ont travaillé pour créer des connexions entre ces différences, pour pouvoir jouer ensemble. C'est une conversation musicale et ça faisait partie de nos objectifs de reconnaître nos différences et d'être plus sensibles à nos identités disciplinaires et nationales. Et grâce à cette sensibilité, de construire une conversation, de trouver des connexions afin de pouvoir contribuer à une culture de compréhension et de coopération le long du Nil. Je voudrais vous remercier de votre attention et je vais conclure en vous montrant ma dernière diapo. C'est un souhait, mais c'est quelque chose à enregistrer parce que peut-être vous vous dites que il s'agit de conversations entre élite et niche, mais comme Margaret Mead a dit, la philosophe américaine, ne doutez jamais qu'un petit groupe de citoyens réfléchis et engagés puisse changer le monde. En fait, c'est la seule chose qui ait jamais changé le monde. Donc, peut-être pas changer, mais au moins commencer à transformer le récit. C'est ce que nous essayons de faire. Merci beaucoup.